entretiens du marquis, bonjour à tous. Éric Nolot, animateur télé ou commissaire politique? Avant de répondre à cette question et traiter de nombreuses informations, je voulais remercier comme il se doit, comme il est la coutume sur cette chaîne. Aujourd'hui sont à l'honneur Gilles Chesboeuf, le Darwinien, Olivier Delpierre, Paul Rapp et Pierre-Louis Garnier. Merci à eux. Et puis, je vous remercie pour vos messages de soutien. Certains m'ont fait remarquer que de nombreux messages avaient été supprimés. J'en suis désolé. Nous avons reçu sur cette chaîne beaucoup d'attaques de trolls. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je n'y comprends rien. Certains m'ont même dit que j'étais en shadowban. Voilà la situation. Vous savez que la réinformation, c'est un sport de combat. Et on a besoin de vous, bien évidemment, pour nous supporter. Merci à tous. Alors, on va commencer par le suivi d'autres émissions. Je voudrais parler d'André Berkoff. André Berkoff a répondu à ses détracteurs, et notamment à son collègue de travail Bourdin, et il a fait une très bonne allocution. Je vous mets le lien dans la description. Bravo à Berkoff. En effet, sans lui, il y aurait des informations qui n'aurait pas été porté à la connaissance du grand public, mais surtout, à partir du moment où cela passe chez Berkoff, eh bien, les autres journalistes sont dans une certaine mesure obligés de traiter certaines informations. Merci à lui. Parce que ça se passe de cette façon-là. Quand un journaliste traite une information, les autres se sentent dans l'obligation d'en parler. Et puis, il y a une deuxième information sur laquelle je voudrais revenir. C'est une vidéo de la semaine dernière. J'avais expliqué que Marlène Schiappa posait dans Playboy pour éviter qu'on parle de son fonds Schiappa. Et j'avais même émis l'hypothèse que derrière ces subventions, il y avait tout un trafic, ce qu'on appelle le clientélisme. Vous donnez de l'argent, des subventions à des associations qui font le travail pour Emmanuel Macron, pour soutenir en quelque sorte ses candidats ou attaquer des opposants. Cette hypothèse était évidemment venue de ma connaissance du Parti Socialiste, de Terra Nova, la façon dont ils avaient organisé tout un trafic d'influence autour des associations, et je me disais que ça ressemblait. Eh bien bingo, puisque le journal Marianne révèle le fonds Marianne de Schiappa a financé des contenus politiques en période électorale, qui ont d'ailleurs attaqué les opposants, que ce soit la France Insoumise ou le Rassemblement National. Ce système a été mis au point par le Parti Socialiste, on se souvient de Terra Nova, qui avait expliqué qu'il fallait saucissonner la population française en catégories et arroser de subventions les associations qui défendaient ces catégories. Anne Hidalgo a parfaitement compris le système. Nous avons un article, par exemple, du Monde qui explique qu'avant les municipales à Paris, Anne Hidalgo est accusée de clientélisme. Le Monde essaie désespérément de la sauver. C'était en 2020, avant les élections, mais des contribuables depuis de longues années avaient repéré ces associations un petit peu curieuses. Ça va de la LGBT, de l'aide aux migrants. Anne Hidalgo remporte les JO de la dépense publique. Comment Anne Hidalgo arrose les associations à Paris? 10 exemples hallucinants. Oui, évidemment, vous versez de l'argent à des associations qui vous aident le jour des élections municipales. Voilà le système. Macron a très bien compris et c'est pour cette raison qu'il promet à tout le monde de l'argent public et qu'il les donne justement à ces associations, comme le prouve l'affaire Marlène Schiappa. C'est du clientélisme et c'est une honte pour notre démocratie. Cela s'apparente évidemment à de la corruption. Je voudrais aussi parler d'une troisième affaire, d'une troisième vidéo que j'ai faite. J'ai fait une vidéo sur Raphaël Enthoven et ça n'a pas raté. Raphaël Enthoven, bien sûr, m'a bloqué. Je subis des attaques de trolls depuis. Que voulez-vous? C'est la vie. Comme je l'ai dit en introduction, la réinformation, c'est un sport de combat. Je voudrais rappeler deux choses. Certains m'ont reproché d'avoir acheté les DVD de Raphaël Enthoven. Alors, je voudrais préciser quelque chose. Raphaël Enthoven est un normalien de philosophie, il est agrégé de philosophie, c'est donc un professeur. Et lorsqu'il travaillait à France Culture, il y avait des DVD qui traitaient du programme de philosophie pour le baccalauréat. Ce programme était, d'ailleurs, ces DVD étaient conseillés par des professeurs qui étaient reconnus, qui étaient des amis à l'époque, qui m'ont dit non, c'est de très grande qualité, et en effet, c'était plutôt très bon. On peut au moins lui reconnaître qu'il avait quelques talents à ce sujet.
Le seul ennui, c'est que ce talent est certainement lié à une ambition. Il a toujours rêvé d'être le nouveau Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy aussi est un normalien de philo agrégé. Et Raphaël Enthoven avait épousé la fille de BHL, Justine. Il était rentré dans la famille, ce qui lui avait permis évidemment de gravir certains échelons. Lorsqu'on a BHL comme beau-père, on a des postes par exemple à la radio, on peut écrire dans des journaux. En 2020, Raphaël Enthoven a écrit un livre biographique où il vomit sur son père et sur son beau-père. Drôle de famille, Raphaël Enthoven. Mais moi, ce que je dénonçais, c'est son attitude, cette dérive qui le conduit à défendre un gouvernement qui est de plus en plus illégitime, qui utilise des méthodes qui ne sont pas celles d'une démocratie. Il suffit pour s'en convaincre de regarder toutes les vidéos, tous les entretiens que j'ai pu tourner. Alors, la presse, on a bien compris, entre André Berkoff, Raphaël Enthoven, avec tous ces commissaires politiques qui traînent un peu partout, la question que l'on pouvait se poser, est-ce que Éric Nolot fait partie de ce cercle très fermé des commissaires politiques qui ont pour but de défendre la politique du gouvernement? Je pense que derrière votre ordinateur, votre portable, vous êtes à peu près tous d'accord. Florian Philippot, ceux qui ont imposé le pass sanitaire, forçant notamment des jeunes à se faire injecter, devront rendre des comptes. Cette phrase, vous l'avez compris, vise particulièrement Éric Nolot. Comment va-t-il répondre aux arguments très étayés? On sait que Florian Philippot est très pointu sur le dossier. Eh bien, c'est ce que nous allons écouter dans cet extrait. Voir des cours constitutionnels dans d'autres pays, y compris sur le Covid, elles ont fait leur boulot. Elles ont fait leur boulot. Elles n'ont pas laissé passer des horreurs comme le pass sanitaire, le pass vaccinal, des restrictions de liberté, des confinements. Mais en matière l'extrémisme, monsieur, c'est le pass vaccinal. L'extrémisme, c'est d'avoir empêché des gamins, de les avoir forcés à s'injecter pour aller faire du sport. L'extrémisme sont incompatibles. Vous êtes incompatible avec la Constitution et même avec l'ordre légal. Merci de montrer que vous n'avez aucun argument, monsieur Nolot. Vous avez entendu comme moi, Éric Nolot a qualifié un chef de parti de l'opposition d'extrémiste. Florian Philippot a des données qui sont corroborées par des centaines d'articles aujourd'hui et la seule réponse d'Éric Nolot, vous êtes un extrémiste. Dans quel pays un chef de l'opposition peut-il être insulté et qualifié de la sorte? Eh bien dans un pays qui ne respecte pas véritablement la démocratie. Et d'ailleurs, Éric Nolot, est-ce que c'est un journaliste? Eh bien non, quand on regarde un petit peu sur les réseaux sociaux, il n'est pas journaliste et c'est même ce qu'il avoue. Alors c'est raté, je n'ai pas de carte de presse. Bien essayé, oui, il n'est pas journaliste, il n'est qu'animateur télé. Alors les animateurs télé maintenant animent des émissions d'actualité pour insulter les chefs de l'opposition. C'est une dérive qui est tout à fait inacceptable, qu'on avait déjà avec Hanouna. Ah, mais Éric Nolot, il est chez Hanouna. Oui, ce n'est pas de l'information, c'est du cirque et Éric Nolot se prête à ce jeu. Et puis il y a quelque chose avec ce mot extrémiste que je trouve bien adapté en effet, non pas à Florian Philippot, mais à Éric Nolot. Parce que Éric Nolot a été un extrémiste des politiques covidistes. Nous avons par exemple ce tweet. Mais la déchéance des droits, c'était encore trop mou pour Éric Nolot, penseur de l'antitotalitarisme. À croire qu'à force d'étudier le totalitarisme, c'est devenu une seconde nature chez lui. Il y a un moment, on ne peut plus se satisfaire de cette situation. Il va falloir se poser très sérieusement la question du confinement des non-vaccinés. Notre penseur de l'antitotalitarisme ne veut ni plus ni moins remettre au goût du jour l'apartheid. Pour le coup, cela nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Et lorsqu'on lui pose la question de la vaccination des enfants, eh bien là encore, il trouve que le gouvernement est beaucoup trop mou. Éric Nolot est effrayé à l'idée que les politiques n'aient pas le courage d'y aller. Mais lorsqu'il a qualifié Florian Philippot d'extrémiste, qui est l'extrémiste? C'est bien Éric Nolot. Et comme à son habitude, il utilise l'inversion accusatoire. Comme il ne peut plus assumer ce passé, eh bien, il n'a que l'insulte, la diabolisation comme seule arme de défense. Minable. Et puis à Éric Nolot, on a envie de lui montrer un diagramme, celui-là. Où est passée la grippe? Alors les humoristes expliquent que la grippe est allée en vacances aux Maldives ou aux Fidji. En tous les cas, elle a disparu. Je pense que vous avez tous une petite idée de ce qui s'est passé.
Alors, vous avez tous ces Éric Nolot dans le monde entier, tous ces commissaires politiques qui ont fait le travail pour Big Pharma, qui attaquent les gens qui essaient de défendre la vérité, qui essaient de proposer une analyse critique de la situation. Je pense par exemple à l'interview de la BBC. La BBC qui interviewe, vous le reconnaissez, c'est Elon Musk. En effet, quand la BBC interroge Elon Musk sur la mésinformation sur Twitter à propos du Covid, puisqu'il a supprimé le bandeau de protection, sa réponse est vous. Chaos technique. Donc quand le journaliste lui affirme « Eh, la désinformation sur Twitter », Elon Musk répond « La BBC se tient-elle au moins responsable de la désinformation, notamment sur le masque et sur les effets secondaires ?» Le journaliste reste quoi? Il ne sait pas trop quoi répondre et puis il a une répartie « Ce n'est pas le procès de la BBC ». Elon Musk lui répond « C'est ce que vous croyez ». Et là, le journaliste change de sujet. Si vous voulez regarder ce petit moment de bonheur, c'est dans la description. On comprend bien la technique aujourd'hui de tous ces commissaires politiques dans le monde entier, c'est de repasser à l'attaque. Il y a quelques mois, ils étaient prêts à être dans le narratif, on ne savait pas, on s'est trompé, mais ce n'est pas évidemment acceptable pour tous ceux qui ont eu des effets secondaires. C'est ce que je vous avais dit dans une précédente vidéo, nous passons du temps de la critique au temps des victimes qui demandent des réparations. Et face aux procès qui vont arriver, eh bien, ils ont une nouvelle défense. L'attaque, vous la connaissez, ils agressent à travers toute une série d'insultes. Vous remarquez, ils ne répondent jamais aux arguments bien étayés. Et ils ont comme aide les fameux fact-checkers. Regardez celui-là, c'est une vraie bénédiction, Rudi Reichstadt. L'excellent Philippe Béchade écrit « Rudi Reichstadt est à l'intégrité intellectuelle ce que Balkany est à la probité politique ». Très bien visé. Cela répond d'ailleurs à un tweet du Cercle Aristote. L'entre-soi dégoulinant, la bouillie intellectuelle dans laquelle on mélange complotisme, harcèlement, réseaux sociaux, un prêchi-prêcha médiocre et surfait avec vos impôts. Lorsqu'on écoute cette séquence, et je l'ai fait, vous devriez me remercier parce que ce n'était pas facile, il faut supporter Rudi Reichstadt, j'ai appris que la Terre n'était pas plate. Non, de qui se moque-t-on ? Rudi Reichstadt utilise la vieille technique de l'œuf pourri. Vous prenez 3-4 théories du complot bien lourdes, bien débiles, et puis au milieu, vous glissez une théorie du complot qui est un peu plus complexe, notamment sur le 11 septembre. Alors, je voudrais juste ouvrir une parenthèse sur le 11 septembre. Lorsque j'étais étudiant en histoire, les cours d'histoire commençaient toujours, en première année notamment, par cette chose simple, si la version officielle était vraie, il n'y aurait pas d'historien. Il y a une version officielle du 11 septembre, et maintenant c'est un événement historique, il faudrait que les historiens se penchent sur la question. Le seul ennui, c'est qu'ils ont construit cette barrière du mur du complot, qui fait que de nombreux historiens américains n'osent plus aborder ce sujet de peur d'être traités de complotistes, au cas où ils découvriraient des choses qui ne sont pas dans le narratif. Et ce sont ces petits commissaires politiques comme Rudi Reichstadt qui sont chargés de veiller à cela. Alors quand on fait le bilan de ce que je viens de dire, on a bien compris que les journalistes sont organisés comme une caste, à travers des réseaux, je n'ai pas besoin de vous dire lesquels, et ils ont un objectif, faire en sorte que Macron puisse dire n'importe quoi, continuer ses mensonges en toute impunité. Tous les politiques de l'opposition qui vont arriver avec des dossiers en béton, comme Florian Philippot, ne pourront pas véritablement développer leurs idées parce qu'ils se feront insulter, non pas par des journalistes, mais par des animateurs télé du type d'Éric Nolot. C'est un véritable scandale. Sans transition, nous allons passer à un autre sujet, l'immigration. En effet, un sondage CSA pour CNews, publié ce mercredi 12 avril, révèle que 64% des Français sont favorables à l'arrêt de l'immigration extra-européenne dans l'Hexagone. J'aime pas ce mot hexagone, alors je vais dire dans la France. C'est un avis tranché, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une différence entre les sexes. Les femmes sont beaucoup plus opposées à l'arrivée des immigrés extra-européens. On se demande pourquoi. Maintenant, je m'adresse à ceux qui sont français de branche, comme on dit, et qui ont tendance, parfois, par un petit esprit communautaire, à défendre cela.
Eh bien, je vais vous laisser un avocat, quelqu'un qui connaît bien la question, qui est un immigré de branche. Allez-y, Jean. Je suis issu d'une émigration dont les élites ont exigé l'assimilation à la France. Elles qui ont ensuite détruit la France en faisant venir en masse des immigrés à qui on a demandé de surtout rester ce qu'ils sont. Je me sens trahi, davantage même que les Français de souche, trahi par la trahison de nos dirigeants depuis 40 ans. Cette haute trahison explique ma hargne à défendre ce que j'ai chèrement acquis et qui me coûte aujourd'hui très cher. Nous ne paierons jamais assez cher pour rester Français en France et libres. Voilà, je pense que là, tout est dit. La France avait une très belle histoire, nos amis de gauche, et ça je mets évidemment des guillemets et beaucoup d'ironie, ont fait en sorte de créer l'image de ce beauf, de cette France rance, dégoûtante. Et Geoffroy Lejeune donne aussi une réponse assez amusante, assez ironique, excellente. En effet, il nous explique qu'il y a le sandwich d'extrême droite. Alerte rouge, Libération révèle que notre débat de demain est menacé par des sandwichs d'extrême droite. Comptez sur notre vigilance et regardez cette vidéo pour apprendre à lutter. Le meilleur moyen, justement pour lutter contre la bêtise du camp d'en face, c'est d'utiliser l'ironie. Lorsqu'on en est à qualifier des sandwichs d'extrême droite, comme le fait Libération, c'est qu'on n'a pas grand-chose à dire, c'est qu'on n'a pas d'argument, un petit peu comme Éric Nolot. Journée de manifestation en France, nous avons appris que les éboueurs veulent durcir la grève. François Asselineau, les Jeux Olympiques dans 461 jours. Macron, très sûr de lui, aurait tourné la page de la réforme des retraites, mais les éboueurs CGT, moins pressés, annoncent que Paris va devenir une décharge publique. La cérémonie d'ouverture des JO a lieu le 26 juillet 2024. Et oui, cela approche. Des salariés sont prêts à aller jusqu'au bout. Ce que nous espérons, c'est que les Français descendront dans la rue. Il faut continuer à mettre la pression sur le gouvernement et sur Emmanuel Macron. Alors, la grande question, est-ce que le Conseil constitutionnel va-t-il valider la réforme des retraites ? Eh bien, nous aurons la réponse demain. Il y a ceux qui pensent qu'il n'y a pas de suspense puisque le Conseil constitutionnel devient un conseil politique, donc ils vont suivre l'avis d'Emmanuel Macron. Et il y a certains qui expliquent que non, ils ne valideront pas parce que Emmanuel Macron est de plus en plus isolé. Les paris sont ouverts. Je sais qu'en vous lisant, vous n'êtes pas très optimiste. Eh bien, on verra si vous avez raison ou tort. Allez, il faut conserver la foi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la soutenir, à la diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Il faut lutter contre la censure et le shadowban. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.